Le regard tourné vers une rangée de migrants, Dando Sokadi cherche sa petite fille. Nous n'aurons pas le plaisir de filmer la scène de retrouvailles, ce qui n'enlève presque rien à la joie de la grand-mère de retrouver sa petite fille. Et moi là, je salue bon Dieu, je remercie bon Dieu, je remercie Alassane Ouattara, ce qu'il nous a fait là. Et je me couche à la maison, je ne dors pas. Depuis ma fille est partie, elle est morte, elle est là, je ne sais pas. Arrivé sur le coup de 19h55 à bord de cet avion, 5 minutes plus tard, le premier d'entre eux donne le temps de la descente. Certains parmi eux ont même du mal à descendre l'échelle de coupé. Ils resteront solidaires jusqu'au bout. Capuche sur la tête, visage couvert pour certains, regard dévoilé pour d'autres, la profondeur d'un regard qui est à la mesure de l'horreur côtoyée au quotidien. 166 migrants ivoiriens de retour grâce à l'étroite collaboration entre le gouvernement ivoirien, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, et l'Union européenne. Ça fait vraiment un petit bout de temps qu'on travaille dessus avec les autorités ivoiriennes pour faciliter ces retours volontaires. Donc là, je suis vraiment très contente. C'est le deuxième vol qui a pu rentrer. Il y a une équipe de psychologues qui est ici pour accueillir les migrants. Il y a des travailleurs sociaux, il y a le SAMU qui est là si jamais il y a quelque chose. Il y a des infirmiers si jamais il y a quelque chose. Donc on essaye vraiment, le premier temps, c'est vraiment la prise en charge des besoins immédiats. Ça ne s'arrête pas à un vol, mais c'est un vrai travail de réintégration et de réinsertion qui va être fait ensuite, un vrai travail social au-delà du travail humanitaire qui va être conduit pour aider ces migrants à reprendre et à retrouver une vie normale. Venu spécialement les accueillir, le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, a à ses côtés le lead vocal du groupe Magic System, Traoré Salif. Le président de la République, homme de vision, a fixé comme objectif celui de faire rentrer en Côte d'Ivoire tous les Ivoiriens qui le souhaitent et qui sont en situation de détresse à l'extérieur, comme c'est le cas actuellement en Libye. Nous n'avons pas attendu les révélations faites par une chaîne de télévision étrangère pour procéder à cette opération d'évacuation volontaire d'Ivoiriens pris dans le piège libyen. Il est important que les autorités libyennes prennent leurs responsabilités. Il ne saurait avoir de sanctuaire pour les manquements aux droits de l'homme. Ces personnes bénéficieront d'un hébergement d'urgence pour quelques jours si nécessaire et d'un appui symbolique. Elles pourront également s'inscrire dans le projet de réintégration et de réinsertion du Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne, mis en œuvre par l'OIM pour les financements de projets collectifs ou individuels. Le cauchemar libyen est désormais loin derrière. Il leur appartient à présent de choisir une nouvelle trajectoire afin de ne point retomber dans les mirages du désert libyen. Les changements climatiques, une réalité en Côte d'Ivoire, et le secteur agricole, l'un des plus impactés par le phénomène. C'est le constat fait par les panélistes invités par l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural, au 5e jour du Sahara, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales. Une modification du régime climatique, c'est toute l'activité agricole qui s'en trouve impactée. Et lorsque également on assiste à des phénomènes de chaleur ou d'élévation de la température, certaines espèces biologiques deviennent sensibles et ont du mal à pouvoir se développer. L'ANADER et le ministère de l'Agriculture sont à la recherche de solutions visant à mieux encadrer les agriculteurs afin de les aider à faire face à ce phénomène. Le changement climatique n'est pas une fatalité. Il y a eu des changements dans le passé et les gens, les uns et les autres, ont eu à faire face. Il s'agit pour nous d'adopter les bonnes pratiques agricoles, de bons changements de mentalité pour que nous puissions faire usage de ce que nous avons comme technologie, comme science aujourd'hui, pour pouvoir mieux cultiver et avoir les mêmes rendements que quand le climat n'avait pas encore changé. Aujourd'hui, nous développons des projets visant la maîtrise de l'eau à travers la promotion de l'irrigation. Nous allons beaucoup plus aller vers des systèmes économes en eau, comme des systèmes goutte à goutte, la micro-irrigation. Des techniques et des solutions adaptées qui vont contribuer à l'amélioration des conditions de vie du monde rural, mais également qui
qui permettront de répondre à la transformation structurelle de l'économie agricole face au changement climatique. Le Zouglou à l'honneur à Besançon, est de la France, où un écran blanc lui est dédié à l'occasion du 17e festival Lumière d'Afrique. La trajectoire du Zouglou, ses acquis, ses combats, actualisés ici avec la projection de Ontologie du Zouglou, ce documentaire signé des mains du journaliste ivoirien Fidel Goulizia donne un cachet spécial à ce festival. C'est une vraie découverte. En tout cas, le festival est placé sous le signe des cultures. Et cette culture de Zouglou, moi, m'avait interpellé depuis de nombreuses années. La chance d'avoir Fidel, journaliste, reporter, et qui a fait ce documentaire, qui est passé, peut-être il vous l'a dit, à la télévision nationale ivoirienne il y a quelques années. C'est aussi pour vous la volonté de découvrir ce qui se passe là-bas avec quelqu'un qui est ici. Les étudiants ivoiriens en dernière année de thèse d'histoire politique et de droit public de cette région de France, à travers un panel, explorent la fonction sociologique du Zouglou comme facteur d'unité nationale en Côte d'Ivoire. Dans les années 96, nous allons voir un peu le Zouglou va connaître une autre dimension, c'est-à-dire la dimension nationale. Donc le Zouglou va venir confirmer un peu le malaise politique de l'époque. La loco, mais venue de la Côte d'Ivoire, également présent ce 17e festival Lumière d'Afrique, où les participants ne se sont pas ennuyés. Sans cette force sous les jeunes, les étudiants, c'est l'avenir de votre pays. Le fait qu'on parle d'unité nationale, ouais, tous ces termes abordés au travers de la musique, moi je me suis retrouvée personnellement. Je ne connais pas tellement la Côte d'Ivoire parce que j'y suis allé à 3 reprises pour des missions assez courtes. Ce que j'ai retrouvé ici, c'est un peu, comment dire, simplement cette joie de vivre qui caractérise particulièrement les Ivoiriens. Depuis 1996, le festival Lumière d'Afrique se veut une tribune d'expression du cinéma et des cultures africaines dans 3 catégories de films: long métrage de fiction, court métrage de fiction et documentaire. Le Premier ministre russe Viktor Tchernomyrdine et le chef du gouvernement de coalition tchétchène Aslan Maskadov ont signé le 23 novembre 1996 à Moscou un accord provisoire régissant les relations russo-tchétchènes jusqu'aux élections générales prévues le 27 janvier 1997 dans la petite République. Un peu plus tôt dans la matinée, Boris Yeltsin avait levé le dernier obstacle sur lequel butaient les négociations bilatérales en signant un décret ordonnant le retrait de toutes les troupes russes de Tchétchénie, mais sans toutefois préciser de date. Par ces 2 gestes, Moscou montre sa volonté de poursuivre le processus de paix entamé le 31 août après 21 mois de guerre. Le texte signé n'aborde pas l'épineuse question du statut de la Tchétchénie que les accords ont eux-mêmes mis entre parenthèses jusqu'en 2001. Intitulé de la nécessité de renforcer le processus de paix et de définir des principes de coopération, l'accord provisoire est centré sur les questions économiques et définit comme une priorité le règlement des problèmes sociaux et humanitaires en Tchétchénie, notamment le paiement des arriérés de salaire et de retraite, prévoit la réouverture d'ici le 1er décembre de l'aéroport Grozny et évoque la garantie apportée par la partie tchétchène à la sécurité de l'oléoduc stratégique transportant le pétrole russe à travers la Tchétchénie, ainsi que celle des installations pétrolières et gazières. Les 2 parties s'engagent aussi à coordonner leurs actions en matière de défense, à n'entreprendre aucune action qui mettrait en danger leur sécurité respective. Le plus important est la promesse de l'évacuation de toutes les troupes russes. Moscou insistait sur le maintien de 2 brigades, c'est-à-dire entre 5 000 et 6 000 hommes, en Tchétchénie, alors que le retrait total des troupes russes était pour les indépendantistes une condition sine qua non à la tenue des élections. L'occasion présidentielle ne fixe toutefois pas d'échéance. Peut-être est-ce en raison de ce flou que les responsables tchétchènes ont laissé entendre à Moscou que le scrutin pourrait être retardé. La date du 27 janvier prévue pour les élections pouvant marquer seulement le début de la campagne électorale. Sans grande surprise, la Douma, chambre basse du Parlement, qui, dominée par les communistes et les nationalistes, refuse toujours d'entériner les accords du 31 août, s'est élevée contre cet accord et a convoqué une réunion d'urgence.
De son côté, le communiste Gennady Zyuganov, brandissant lui aussi le spectre de la désintégration, a qualifié l'accord et le décret sur le retrait d'anticonstitutionnel. Mais ces gesticulations n'ont pas semblé impressionner les principaux protagonistes, sans doute résignés au fait que la question tchétchène est désormais l'un des enjeux de la lutte politique à Moscou.